En même temps, le Moyen-Orient révèle ou bien connaît une escalade simultanée des tensions à Gaza, en Cisjordanie et au Liban, faisant craindre un embrasement régional plus large. Malgré les appels internationaux au cessez-le-feu, la situation reste bloquée, laissant planer la menace d'une extension du conflit ou d'une guerre par palier dans toute la région. Le Moyen-Orient connaît une escalade simultanée des tensions à Gaza, en Cisjordanie et au Liban, faisant craindre un embrasement régional plus large. À Gaza, les opérations militaires israéliennes se poursuivent avec intensité, mêlant frappes aériennes et offensives terrestres. Israël affirme viser le démantèlement du Hamas, tandis que la situation humanitaire se détériore rapidement, avec de graves pénuries et des destructions massives d'infrastructures. En parallèle, les discussions internationales sur l'après-guerre restent bloquées par de profondes divergences politiques. En Cisjordanie, notamment dans le nord du territoire, les tensions s'aggravent. Les incursions militaires, arrestations et affrontements se multiplient, sur fond d'expansion des colonies et de violence de colons, alimentant une forte inquiétude internationale. Au Liban, le front sud demeure instable malgré les efforts diplomatiques. Des frappes ponctuelles et des activités de drones persistent, tandis que les discussions sur une zone tampon provoquent des tensions rejetées par Beyrouth. À l'échelle régionale, ces crises apparaissent de plus en plus interconnectées, avec des effets en chaîne entre Gaza, le Liban et la Cisjordanie. Les tensions impliquant également l'Iran et les routes maritimes stratégiques, notamment en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz, renforcent le risque d'instabilité globale. Malgré les appels internationaux au cessez-le-feu, la situation reste bloquée. Alors, comme on voit tous et on est témoins que le Moyen-Orient traverse une période de forte tension, soit du côté de la guerre américano-israélo-iranienne, soit de l'autre côté Israël contre Gaza et le Liban. Pour discuter surtout de la situation au Moyen-Orient, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Samir Selemen. Vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, la guerre américano-israélienne contre l'Iran, est-ce qu'elle conduit à une recomposition de l'ordre international multipolaire? Bien entendu, cette guerre-là a mis en avant cette clause-là de mettre les forces internationales, les grandes puissances, dans un côté, l'Occident dans un autre côté. L'Occident et tous ses alliés, l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, la France et autres. Et autre côté, il y a la Russie et la Chine, les soutenants directs de l'Iran. L'Occident, il est pour une solution pacifique. Bien entendu, les questions d'uranium en Russie, mais sans intervention militaire, préserver la paix, préserver toutes les conditions possibles pour la libre circulation au détroit d'Ormuz et dans les voies maritimes mondiaux, parce que le commerce international commence à être affecté directement. La Chine et la Russie sont extrêmement affectés, mais l'Iran représente un allié de taille. L'Iran, pour eux, ils sont quand même partenaires, soit pour livraison du gaz, soit pour livraison de pétrole, soit pour échanges commerciaux. L'Iran, c'est un très très bon client pour la Chine, pour l'achat de pas mal de produits militaires, et la Russie également. L'Occident souhaite aussi que les choses ne s'embîment pas d'une manière que ce conflit ramène l'économie occidentale à néant. On voit maintenant, d'une manière très claire, l'économie commence à être affectée dans tous les domaines. Tous les domaines sans exception. Le pouvoir d'achat, l'inflation, conflits internes et des conflits, ça s'enchaîne. Et ça ne s'arrête pas. Tout ça, ça n'a pas été visible. Donc le monde est divisé en deux polaires
important vis-à-vis de cette guerre irano-américano-israélienne. Mais les Américains sont sous pression énorme, bien entendu. Ils veulent en finir avec cette guerre. Parce qu'ils n'ont pas la même position qu'Israël. Ils veulent la fin du régime coûte que coûte. La destruction totale, la récupération de l'uranium, l'anéantissement total du système balistique iranien, la capitulation nette, précise de l'Iran. Actuellement, c'est ce que souhaitaient les États-Unis au début, mais aujourd'hui, les États-Unis voient que c'est une voie impossible. C'est de trouver une sortie honorable pour que l'Iran puisse au moins rendre l'uranium enrichi, trouver une discussion sur les missiles balistiques et trouver des conditions de paix à peu près acceptables. Donc aujourd'hui, on est divisé, le monde entier est divisé vis-à-vis de cette guerre et personne ne voit l'issue dans quelle direction il va. Parce qu'on ne connaît pas exactement la vraie capacité de l'Iran. On a sous-évalué dès le début, sous-évalué le nombre de missiles, sous-évalué le nombre de drones. Après, l'Iran a commencé à se faire fournir par les grandes puissances de l'Iran et la Russie régulièrement. Donc ils savent que c'est une histoire sans fin. Voilà la situation où on se trouve aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voulez dire que la Chine et la Russie peuvent tirer profit de l'épuisement de Washington au Moyen-Orient dans cette situation? Quelque part, oui, bien entendu. La Chine, elle revient comme une puissance numéro un, incontournable, économiquement parlant, militairement parlant. Elle pèse sur le niveau diplomatique. La Chine, elle paraît aux yeux du monde entier comme un spectateur, mais non, c'est elle qui fait bouger les ficelles derrière les coulisses. Mais la Chine elle tire profit d'une diplomatie très très calme, pas comme la diplomatie américaine. La Chine, elle a tout intérêt, toutes les puissances, vous avez vu l'enchaînement. M. Trump est allé en Chine, solliciter leur accord. Et le lendemain, M. Poutine est allé en Chine, le plus grand puissance. Ils vont là-bas sur place pour trouver des accords commerciaux, militaires et autres, et demander qu'ils soient de leur côté. La Chine essaie de gagner tout le monde dans leur côté. La Chine, c'est un pays qui cherche tout d'abord son intérêt, mais son camp, c'est le camp Est, c'est pas le camp américain, mais elle le manipule avec énormément de prudence, d'intelligence et de force en même temps. Et tout le monde le sait. Et la Chine tire profit, c'est elle qui sort gagnante. C'est vrai qu'il passe par une période très difficile par rapport à l'approvisionnement de gaz, mais on voit au détroit d'Ormuz, il y a les navires chinois qui arrivent à traverser en douce. Ils ne sont pas exposés à des tirs de missiles iraniens. Les navires chinois, ils arrivent à se faire subventionner par pétrole, gaz, marchandises, tout passe en douce. Mais de temps en temps, on entend parler que des navires chinois, ils ont passé. Donc, ils arrivent à trouver leur compte, en fin de compte. Oui. Alors, à votre avis, comment cette guerre a-t-elle affecté la crédibilité du droit international et le principe du respect de la souveraineté des États? On voit bien sûr qu'il y a deux poids, deux mesures. Ça dépend de quel État, de quelle manière on traite le sujet. La souveraineté d'État, elle est bafouée. On a vu que M. Trump, quand on voulait kidnapper M. Maduro, il n'a pas hésité une seconde, mais il a calculé le coût, qu'il n'a pas beaucoup de risques. Il a été enlevé un chef d'État comme ça, parce qu'il se pose à lui. S'il arrivait à faire autant pour les mollahs qui gouvernent l'Iran, il allait faire sans hésitation une seconde. Et la Russie allait éliminer avec les moyens modernes, avec les services secrets de Shin Bet, de Mossad, le CIA. Ils ont réussi, ok, mais éliminer, changer le régime par force, ils n'arriveront pas, parce que le régime, c'est une idéologie. Et il va changer toute la classe politique, et le lendemain, une autre classe qui prendra la suite. C'est ça qu'ils n'ont pas compris au début. Ils pensaient qu'il y aura un soulèvement populaire le lendemain, mais non, pas du tout. La population se retourne autour de leur direction. Sauf qu'ils subissent énormément de pression économique, mais ils ont l'habitude, ça fait 10 ans qu'ils ont fait la guerre avec l'Irak, et ils ont réussi à patienter à la fin. Et ils ont longue haleine pour la guerre, pas comme les Américains. Les Américains, ils veulent en finir une fois pour toutes.
Et voilà la différence. Donc aujourd'hui, quand on parle de droit des pieds, souveraineté, tout ça, ça dépend pour qui et quand et comment. Et tout dépend de la puissance qui gère. C'est Israël, c'est autre chose. C'est l'Iran, les pays orientaux, ils ont un autre traitement. Et qu'est-ce qui fait bouger toutes les ficelles? C'est la plus grande puissance actuelle, les Américains. Donc, les peuples du monde entier n'ont plus confiance à ce management qui n'est pas à la hauteur donc ils prétendent de droit, tout ça, mais ils ne le respectent pas. On le voit, et puis tout est partout par la force, par la puissance, par les armes. Et aujourd'hui, on a perdu la crédibilité de confier, sauf que les gens sont en train de subir. En attendant voir savoir où ça va nous amener jusqu'où ce chemin. Oui. L'escalade actuelle, est-ce qu'à votre avis, poussera les États de la région vers une nouvelle course aux armements, voire une course nucléaire peut-être? Il y a toujours cette course nucléaire, sauf qu'ils sont surveillés, très surveillés étroitement par les États-Unis, Israël bien entendu. Les pays souhaitent, les pays comme l'Équateur, comme le Cuba, comme même Venezuela, énormément de pays cherchent à trouver, la Turquie aussi, l'Iran bien entendu. Il y a une course parce qu'on voit qu'on respecte le plus fort. Mettons que l'Iran possédait déjà l'arme nucléaire. Est-ce qu'elle allait être victime à toutes ces frappes? Non, pas du tout. On ne s'approche pas. Vous voyez l'exemple, la Corée du Nord, personne ne s'approche. Même pas, touche même pas un mot. Il ne faut pas énerver M. Kim Jong-un. Le Pakistan, pareil. On ne touche pas, on ne s'approche pas d'une force nucléaire. Finalement, se doter d'une arme nucléaire, c'est une force de dissuasion. Mais qu'est-ce qui a utilisé l'arme nucléaire jusqu'à présent? C'est les Américains. C'est eux qui prétendent de préserver la paix mondiale. Mais c'est eux qui utilisent l'arme nucléaire. Les seules puissances qu'ils ont utilisées, elles menacent encore aujourd'hui de l'utiliser contre l'Iran pour faire pression sur l'Iran. Donc la course à l'arme nucléaire, à mon avis, c'est la seule façon de préserver la paix. Vous voyez le paradoxe? Il est vrai qu'énormément de pays, mais il faut trouver l'uranium en Russie, il faut trouver les matières premières, la connaissance, la technologie, le savoir-faire, la distribution. Beaucoup de pays essaient de le faire, directement et indirectement. Mais c'est vrai, comme vous dites, ça peut pousser beaucoup de monde à se doter de l'arme nucléaire. C'est vrai. Je vous remercie beaucoup, docteur Samir Suleiman. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous n'avez pas abordé le sujet de la guerre au Proche-Orient, la guerre entre américano-israélo-iranienne et ses impacts, bien sûr, non seulement sur la région, bien sûr le commerce international, mais aussi sur l'arme nucléaire même et la course de tous les pays du monde à se doter de ces armes nucléaires.